Bonjour, c'est parti. Je suis très content d'être ici. Je suis surtout très étonné qu'il y ait autant de monde qui viennent pour voir du CSS. ou qui s'est trompé de salle. Oups. Ah, c'est fermé en plus maintenant. Bonjour, je m'appelle Raphaël Gutter. Je suis venu de France. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai créé Alza Création, c'est une communauté d'apprentissage front qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années, qui est devenue une petite agence web, qu'on fait des sites web, et vous avez peut-être compris qu'on allait parler de CSS. Est-ce qu'il y a des gens qui ont assisté à la conférence de Kilian Valkhoff hier? Très peu, d'accord. Alors c'était en anglais, je peux te dire globalement de quoi ça parlait, c'était ce que c'est faire CSS aujourd'hui par rapport à JavaScript. Ah bah, du coup il y a plus de monde, ok. Très très bonne conférence d'ailleurs. Et il abordait certains thèmes qu'on va développer, parce qu'il a parlé rapidement de certains types d'animations. Tout le monde ici fait du CSS? Je sais pas, ouais. Quand on est obligé, ouais, très bien, parfait, bonne réponse. Et moi, c'est parti. Globalement, on va parler d'animation, mais aussi de transition, parce que c'est un petit peu pareil, on parle d'animation CSS en général, mais on va, au final, parler et de transition et d'animation. Ce sont deux spécifications différentes en CSS, mais on va regrouper ça sous le nom d'animation. D'accord? Donc on verra très très rapidement, on reverra ce que c'est qu'une transition et une animation. Et surtout, un peu plus tard, on verra quel progrès CSS a fait dans ce domaine-là. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui ont évolué. Alors, un petit repère historique, on peut utiliser des animations CSS en production depuis 2012, ce qui ne nous rajeunit pas. Depuis Internet Explorer 10. Tout le monde a connu Internet Explorer, hein? Très 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 bon navigateur. Hein. Ceci dit, les spécifications d'animation sont toujours inachevées. Elles sont toujours à l'état de brouillon, donc working draft, depuis 2012. Ce qui est relativement étonnant. Donc on peut les utiliser depuis très longtemps. Et techniquement, ce que ça veut dire, c'est que du jour au lendemain, les propriétés peuvent changer de nom. Parce que c'est pas finalisé, par principe. On espère que non, parce que sinon on va casser le web. C'est un peu gênant. Mais voilà, c'est toujours pas une spécification finalisée. Il y a énormément de propriétés CSS qu'on peut animer aujourd'hui. Il y en a exactement 195, j'ai encore vérifié ce matin. Sur les 650 propriétés, ça fait quand même beaucoup. On dit animatable en anglais. Et pour des raisons que j'évoquerai un petit peu plus tard, on va principalement animer des propriétés dites de transformation. Donc tout ce qui est rotation, tout ce qui est de déplacement, translate, tout ce qui est scale, donc zoom, ce genre de choses, opacity. On y reviendra. On commence tranquillement avec la base qui est les transitions. Un exemple de transition. Donc, au survol, on a une petite bordure à gauche qui part d'une taille de 0 et qui s'agrandit. Il y a plein d'exemples comme ça. Transition en CSS, c'est relativement simple. On va utiliser une propriété qui s'appelle transition. Transition à laquelle, en général, on va préciser là où les propriétés que le navigateur doit surveiller, qui varient donc, et la durée. Une durée qu'on peut exprimer en secondes ou en millisecondes. Donc ici, je vais appliquer ma transition sur une image et on déclenche la transition à l'aide d'un événement, ici le survol. Tout ce qui a changé, c'est la propriété scale qui est passée de 1 à 1,5. Et dès que l'événement est déclenché, la transition opère donc en 1 seconde. C'est OK? Quand je quitte l'événement, donc quand j'enlève mon super doigt, la transition va opérer dans le sens inverse, parce que j'ai bien fait d'écrire la propriété transition sur l'état initial.
Comme ça, même en quittant l'événement, la transition se déroule dans le sens inverse. C'est OK pour tout le monde? C'est un petit basique. Les propriétés de transition, il y en a un certain nombre. Là, j'ai utilisé la propriété raccourci transition, à laquelle j'ai mis 2 valeurs, dans scale et 1 seconde. Cette propriété raccourci, en fait, est un raccourci de 2 propriétés ici, qui étaient transition property. Alors, excusez mon accent très français. Il y a des propriétés que je vais prononcer très très mal, et vous avez le droit de vous moquer, c'est pas un souci. Donc, transition property et transition duration. Les 4 propriétés de transition sont celles-ci. On a transition property, transition duration, timing function et delay. Je ne rentre pas dans le détail, les slides de toute façon sont disponibles. À la fin, je vous donnerai le lien. OK. Petit encart, petit point rapide sur les performances. Évidemment que quand on va faire bouger des choses sur le web, on va se poser des questions de performance, puisque le navigateur va potentiellement devoir dessiner pixel par pixel un élément qui bouge, et donc le redessiner au fur et à mesure. Sans rentrer dans le détail, voici les différentes étapes de rendu du navigateur. À partir du moment où il a du réseau, du HTML, du CSS, il va traverser différentes étapes, dont l'une des étapes principales, c'est le render tree. Le render tree, c'est globalement, il fait le tri entre tous les langages, il garde que ce qui est affiché à la fin. Donc, s'il y a des éléments en display none, ils ne seront pas dans cet arbre. S'il y a des balises méta, ce genre de choses, des scripts ne sont pas dans cet arbre. Il garde vraiment que ce qui va afficher. L'autre étape importante, c'est pour chaque élément de calculer sa taille, sa dimension et sa position dans la page. Ce qu'on appelle l'étape de layout. L'étape suivante, c'est celle du dessin, où il va peindre pixel par pixel chaque couleur. Et on a une étape supplémentaire qu'on appelle composite ou compositing, qui est le processus du navigateur de séparer en plusieurs couches et donc de donner une importance particulière à certains éléments sans tenir compte de tous les autres éléments dans les couches inférieures. Et en termes de performance, ce sera cette partie qui va nous intéresser, puisque vous imaginez que quand un élément se déplace, potentiellement, ça peut avoir une répercussion sur la couche Paint ou sur la couche Layout. Il est peut-être obligé de recommencer tout le processus, puisqu'on a peut-être poussé un autre élément, etc. etc. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'au final, il y a des tâches qui vont être traitées schématiquement côté processeur, côté CPU, et d'autres tâches qui vont être traitées côté carte graphique, côté GPU. Les étapes de render et de layout sont traitées côté CPU. On va y retrouver toutes ces propriétés-là. Display, margin, padding, width, machin, tout ça. L'étape de paint, de peinture, est aussi traitée côté CPU. Donc tout ce qui modifie les couleurs, que ce soit la couleur de fond, la couleur de texte, et aussi d'autres choses, on va retrouver dans cette étape-là. Tandis que l'étape, la dernière dite de compositing, va être traitée à part, côté GPU. Ce qui est beaucoup plus intéressant, parce que le GPU, globalement, il a à peu près que ça à faire. Il va vraiment traiter que ça, alors que le CPU, il y a beaucoup d'autres tâches à faire pendant ce temps. Et en termes de transition et d'animation, c'est exactement ce genre de propriété, cette couche-là qu'on veut déclencher. Et c'est pour ça qu'on va utiliser principalement les propriétés de transform, mais aussi les propriétés individuelles, translate, scale, tout ça, mais aussi opacity ou will change. Quelqu'un a déjà entendu parler de will change? Ouais. Une personne. Très bien. Globalement, si vous n'avez pas compris le dessin, faire une transition sur la propriété left, c'est pas bien. Il y a un symbole ici pour dire que c'est pas bien. Passer une navigation de left 0 à left quelque chose, c'est pas bien parce qu'on va la placer sur la couche layout. La bonne solution aurait été d'utiliser translate pour faire la même chose. Translate qui fait également le job et qui est une propriété dite composite. En termes de performance, c'est beaucoup plus intéressant.
Si vous n'avez pas le choix sur un projet legacy ou autre, on peut s'en sortir justement grâce à cette propriété willChange. willChange, c'est un artifice qui va dire au navigateur « Ok, je fais une transition sur une propriété qui n'est pas une propriété de compositing, mais je te préviens à l'avance, ce sera left, c'est la propriété left qui va bouger, et avec willChange, tu vas quand même la traiter comme si c'était une propriété composite. » Donc en termes de perf, c'est beaucoup plus intéressant, c'est presque comme si on avait utilisé translate, sauf qu'on n'a rien cassé. C'est une propriété très puissante en termes d'animation et de transition, à utiliser avec des pincettes. Évidemment, il ne faut pas la mettre sur partout, tout le temps, tous les événements, parce que sinon vous allez boucher en fait, le GPU qui va devoir tout traiter en même temps, et ce n'est pas le job non plus. OK, sur cette petite partie de performance. Très bien. Bon, on va passer à la suite qui ne sont autres que les animations. Les animations, c'est des sortes de transitions améliorées avec des rebondissements, avec des scénarios, avec des évolutions. Ce n'est pas juste un état A vers un état B, on peut avoir plein d'états intermédiaires. Donc pour ça, on va d'abord créer un scénario. Le scénario, c'est addKeyFrames. On lui donne le nom qu'on veut et on déroule le scénario, étape par étape, de 0% à 100%, avec autant d'étapes que vous voulez. Enfin, 101 précisément. Dans chaque étape, on va indiquer quelles sont là ou les propriétés qui vont changer de valeur. Ici, en l'occurrence, la propriété qui change, c'est un translate sur l'axe Y, parce que la deuxième valeur va changer. Ça, c'est mon scénario. C'est un scénario qui ne s'applique pas pour l'instant sur un élément. On peut l'appliquer sur n'importe quoi. Il est totalement neutre. Je choisis ensuite de l'appliquer sur l'élément que je veux. Ici, en l'occurrence, c'est IMG. Je déclenche l'animation avec la propriété animation. Je lui rappelle le nom de l'animation que je veux déclencher. Et plein d'autres propriétés, notamment ici, je vais lui dire qu'elle va durer 1 seconde, qu'elle va tourner à l'infini, qu'elle va alterner. Donc elle va se dérouler une fois dans le sens normal, une fois dans le sens inverse. Et ease, c'est l'accélération. Petite différence avec les transitions, on peut appliquer une animation sur un élément au moment où il est dessiné dans le navigateur. On n'est pas obligé de l'associer à un événement. Ça nous donne exactement ça. Je ne sais pas si certains ont la ref ou certaines, parce que c'est peut-être très français comme dessin animé. Ok, très bien, parfait. Sans rentrer dans le détail, les propriétés d'animation, il y en a un petit peu plus que de transition. On a le nom, on a la duration, le timing function, le delay, ça ressemble aux propriétés de transition, mais on a aussi itération count, donc le nombre d'itérations, qui peut être soit un nombre, soit le mot-clé infinite. On a le sens de lecture, on peut stopper, enfin poser ou faire tourner l'animation avec animation playstate. Pour l'accessibilité, c'est important. Et on a une dernière propriété un petit peu obscure qui s'appelle animation fill mode, qui va fournir au navigateur l'information de qu'est-ce qu'il doit retenir comme propriété une fois que l'animation est terminée. Par défaut, la valeur est none, donc le navigateur, il oublie tout. Une fois que l'animation est finie, il oublie tout ce qu'on lui a dit. Petit exemple d'animation simple. Mon scénario s'appelle peinture. Je lui dis de commencer, donc ça c'est l'équivalent de 0%, c'est le mot-clé from, et ça c'est l'équivalent de 100%. Je lui dis que l'élément sur lequel ce scénario sera appliqué sera de couleur pink et de background tomato, et à la fin il sera en couleur hot pink. J'applique ça sur un élément kiwi. Et je rajoute le mot-clé forwards, qui correspond donc à la propriété animation fill mode. Et forward, ça veut dire en gros qu'à la fin de l'animation, le navigateur aura le droit de conserver les valeurs qu'il y a à la fin dans le dernier scénario, dans la dernière étape du scénario. En gros, mon kiwi va passer de pink à hot pink, il ne sera jamais olive d'ailleurs,
puisque l'animation est déclenchée immédiatement, et il conservera la couleur hot pink à la fin de l'animation jusqu'au bout, toute la vie. OK? Très bien. En termes de compatibilité, on ne se pose plus beaucoup la question, à moins que certains sont encore sur Internet Explorer. Très bien. Opera? Vous entendez? On est sur un niveau de 97, quasiment 98% de compatibilité. Il n'y a pas beaucoup mieux dans le web. On n'aura de toute façon jamais du 100%. Donc on peut tout à fait utiliser ça en production sans problème. OK. Autre petit point très important, l'accessibilité. Je ne connais pas les lois d'accessibilité au Canada ou à Québec ou à Montréal. Mais en tout cas en Europe et aux États-Unis, je sais qu'il y a des lois relativement strictes concernant l'accessibilité. Vous me direz après la conf si vous voulez bien, si vous avez des choses à me dire là-dessus, ça m'intéresse. Certaines personnes vont être gênées, voire très gênées par tout ce qui bouge sur leur ordinateur, et donc vont dans leur système d'exploitation choisir l'option de réduire les animations. C'est fait pour ça, c'est parfait. Le seul problème, c'est que le navigateur web s'en fout. Donc ça va se déclencher, ça va fonctionner partout sur le système d'exploitation, dans l'ordinateur, mais pas au niveau du web. Les animations vont toujours fonctionner. Et c'est pour ça qu'on va devoir faire appel à une media query. Une media query qui s'appelle Prefers Reduced Motion, qui peut prendre comme valeur reduce ou je sais plus quoi. Et comme je sais jamais l'autre, on va utiliser les media query de cette manière-là. On va dire, je détecte si l'utilisateur n'a pas coché la case de réduction des animations. Donc en gros, j'ai le droit de faire ce que je veux. Dans ce cas-là, je vais déclencher mon animation. C'est une pratique que je vous conseille d'appliquer systématiquement dès que vous avez une animation. Oui, jeune homme. Ça veut dire que cette propriété prend la valeur qui existe dans le système Exactement. d'exploitation. Exactement. Exactement. Elle se réfère au système d'exploitation. Oui. Tous les systèmes d'exploitation. Alors, Windows, oui. Mac, oui. Unix, oui. Linux, oui. Ouais. Hop. Cette media query elle-même est très reconnue. On peut dire que c'est universellement reconnu. Donc n'hésitez pas à l'utiliser de manière systématique. OK, ça c'était globalement la base de ce que c'est faire CSS depuis 2012. Ces dernières années, CSS a beaucoup évolué, a beaucoup progressé en termes d'animation et de transition. En CSS, maintenant, on peut animer des choses à partir de rien. Animer à partir de rien, ça veut dire que l'élément n'existe pas encore, et on peut déjà prévoir, au moment où il va apparaître, comment il va transiter ou s'animer. Et ça, c'est @starting_style. @starting_style, ça va me permettre de donner des valeurs par défaut, puis de pouvoir les animer quand l'élément va apparaître. Exemple, cette tooltip, qui est donc une popover, au moment de cliquer, elle va apparaître évidemment, mais je voudrais qu'il y ait un petit effet petit déplacement sympathique, ce genre de choses. Ce n'est pas possible, parce qu'au moment où je veux l'animer, elle n'existe pas encore. Et c'est là où Starting Style va faire le job. Ma popover, en fait, va répondre à l'état popover open. Et à ce moment-là, je veux qu'elle ait une opacité de 1 et qu'elle se place à son environnement, à son emplacement final avec translate 0, avec une transition de 0,3 secondes. Et pour que cette transition fonctionne, je vais dire que tant que cette propriété, tant que cet élément n'existe pas, ses valeurs par défaut, donc starting style, c'est une opacité de 0 et un déplacement négatif sur la gauche.
Et la transition va pouvoir s'opérer dès que l'élément va apparaître dans le DOM. Donc sympa pour tous les trucs que vous allez faire apparaître comme ça. Starting Style, c'est relativement récent, c'est même très récent si je ne dis pas de bêtises. Le support est un petit peu limite, mais ce qui limite en fait c'est un navigateur, Firefox, et surtout pour une propriété qui est DisplayNone. Pour toutes les autres, hein, c'est utilisable en production. Donc ça me semble plutôt OK. Il y a des gens qui connaissaient Starting Style. Hein. Ouais. Hein? Je l'ai vu de hier, mais sinon non. Ah bah oui. Mais excusez-moi. Ouais, je t'excuse. Donc, au début, l'objet, il existe. C'est juste qu'il est ouais. en opacité 0, c'est ça? Il existe... Non, en fait, techniquement, le popover open n'existe pas. Oui. Mais, Enfin, ouais. mais par exemple, le word in entrée excellent, ça existe déjà. Oui, il est dans le DOM. Ouais, C'est pardon, juste j'ai une qu'il est en bêtise. opacité 0. Exact, ouais. D'accord. Et Ouais, là, il est- ouais. Physiquement, il est là. Ouais, c'est vrai. Ouais. OK. Autre fonctionnalité d'animation CSS, on va encore plus loin. On peut animer des choses qui jusque-là étaient impossibles à animer avec Interpolate Size. Et parmi les choses impossibles à faire en CSS, c'est animer par exemple du 8 vers du 8 auto. Il y a des gens qui se sont déjà cassés les dents là-dessus. Ok, ok. C'est un petit peu comme vouloir centrer verticalement en CSS, on ne peut pas faire. Quoi. Interpolate Size, là aussi c'est très récent et la mauvaise nouvelle, ça ne sera pas compatible partout pour l'instant. Mais ça permet de faire des animations sur des mots-clés, sur des tailles intrinsèques comme auto, fit content, max content, ce genre de choses. En l'occurrence, le cas classique, j'ai du texte qui se trouve dans content. Content a une hauteur de 0 et je cache tout ce qui dépasse avec overflow hidden. Et je prévois une transition sur la propriété 8 qui va durer 1 seconde. C'est un petit peu naze, mais au survol du titre, je veux que content change de taille et passe à 8 auto. Évidemment, ça ne marche pas. On ne peut pas faire d'animation sur auto. L'astuce actuellement, c'est d'utiliser du max 8, ce genre de choses, parce qu'on peut donner une valeur à max 8, mais c'est un peu de la bidouille. Grâce à Interpolate Size, de valeur allow keywords, on va dire au navigateur, de toute façon, tu sais calculer auto. Tu sais combien ça fait en computed, donc pourquoi tu ne me fais pas une animation? J'autorise le navigateur à faire une animation sur la valeur auto. Et ça marche. Youpi! Hey, on vient de faire des trucs qu'on ne savait pas faire. Seul petit souci, c'est très orienté Google pour l'instant. Mais voilà, ça vient. C'est des choses qui vont arriver dans les mois, les années à venir. Pour ceux qui ont entendu la mort d'Internet Explorer, vous savez ce que c'est que d'attendre un peu et que ça vaut le coup à la fin. C'était Interpolate Size. Autre fonctionnalité d'animation CSS, de pouvoir animer le long d'un tracé. Le long d'un tracé, ce sera généralement du SVG, avec une propriété qui s'appelle OffsetPath. Ici, en l'occurrence, mon chemin, c'est un carré. Je ne vais pas détailler, mais je suis à 10-10, je fais un trait horizontal jusqu'à 180, un trait vertical jusqu'à 180, bref, je dessine un carré. Et j'écris ce carré dans CSS, dans la propriété OffsetPath. Ce sera le chemin que je vais suivre. Ensuite, mon scénario, c'est de dire, tu vas te placer au début à 0% de ton trajet, et à la fin, tu vas te placer à 100% de ton trajet avec offset distance. Mon scénario s'appelle move, et je déclenche l'animation sur mon élément qui est le petit rond rose, avec animation move infinite, et ça va se passer très bien comme ça.
n'importe quel trajet SVG, normalement bien constitué, va fonctionner. Il faut juste savoir faire du SVG ou savoir faire du copier-coller. Ouais? Est-ce qu'on peut utiliser un SVG externe ou est-ce qu'il faut mettre le code du SVG dans Non, il faut forcément que ce soit dans le pass. Ouais. C'est très compatible, donc c'est utilisable en production. Et on peut faire des trucs un petit peu foufou. Quand je vais envoyer mon mail, hop, j'ai ma petite fusée qui part. C'est pas beaucoup plus compliqué que les lignes que j'ai ici. C'est bon pour vous? Très bien. Kylian Valkov en a parlé hier, les animations au scroll. Donc les scroll driven animations, qui sont soit déclenchées au scroll dans la page ou dans un élément, mais on a aussi une variante qui est selon la visibilité de l'élément dans la page. Est-ce qu'il apparaît dans la page? Est-ce qu'il est en train de sortir de la page, etc., etc. Donc il y a deux types d'animations. On va appeler ça des scroll timeline ou des view timeline, selon que ce soit juste au scroll ou à la position de l'élément. Parmi les trucs utiles en scroll timeline, on a le petit bouton là, scroll to top, qui va apparaître quand on a scrollé une certaine distance. Ça, c'est un truc qu'on faisait en JavaScript tout le temps, jusque-là. Aujourd'hui, on peut le faire relativement facilement, même assez facilement. AdSupport, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais on va d'abord détecter si le navigateur reconnaît ce type d'animation. Parce que si tel n'est pas le cas, ce serait dommage que notre truc reste en opacité 0 toute la vie. Donc l'idée, c'est de déclencher l'animation que si le navigateur reconnaît cette animation. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que l'élément soit en opacité 0 au départ et en opacité 1 ensuite. Et on va faire une distance de 300 pixels. Donc ça, la première valeur, c'est le début de l'animation. La deuxième valeur, c'est la fin de l'animation. En gros, à 300 pixels pile, il passe de 0 à 1 directement, sans transition. Et ça marche très bien. J'ai quelques petites autres démos. Hop, on peut faire des trucs comme ça. Donc, une petite navigation au scroll, elle se range de côté tranquillement. Voilà. Un autre classique, un header sticky, mais qui revient visible quand on scrolle vers le bas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des indications pour dire qu'un bloc va avoir du contenu supplémentaire en haut ou en bas. Si on le voit, c'est un petit peu estompé en bas, pour donner l'indication qu'on va avoir plus de contenu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Des headers qui changent de style. Plein de choses qu'on faisait en JavaScript jusque-là et qu'on peut faire maintenant en CSS. Je vous ai mis les liens à chaque fois. Ça, c'est scroll timeline. Ouais. Je ne sais pas si on va avoir trop le temps. Alors, remplacer les API existent dans les deux. Tu peux la chercher en CSS ou en JavaScript. C'est les mêmes API au final. Donc, il n'y a pas vraiment de remplacement. Si tu préfères le faire en CSS, tu peux le faire en CSS maintenant. Ouais. View timeline, c'est aussi lié au scroll, mais c'est la position de l'élément. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer un truc dès que la boîte arrive dans la zone visible. Donc là, c'est pas forcément, je ne sais pas à combien j'ai scrollé, je veux juste savoir si la boîte est visible ou pas. Et voilà, sans rentrer dans le détail, je vais gérer cette visibilité avec des valeurs comme contain, je suis à 0% ou à je ne sais pas combien de pourcents, et ce sera le début et la fin de l'animation. Un autre truc très facile à faire,
J'ai ici 3 listes de logos. Si l'entièreté de ma section est visible, je vais commencer à animer chacune des rangées en view timeline aussi. On peut faire des choses comme ça, des petits repères sur une navigation selon la section qui est visible au moment du scroll. Donc, quand une section livre arrive dans la zone visible, je peux l'associer à ma navigation, aussi avec view timeline. On peut commencer à faire des choses vraiment, vraiment sympas. Et en plus, c'est pas si pire hein, en termes de compatibilité. C'est encore très Chrome friendly. Mais Firefox est en train de travailler dessus. On voit il y a un flag, donc on peut l'activer déjà volontairement dans Firefox, mais ça veut dire qu'il travaille dessus. Et Safari. Safari, j'ai pas d'infos, mais vu l'engouement, vu la hype envers cette spécification, je pense que ça va pas tarder non plus. Mais bon, faut attendre un an ou deux, ou au pire se servir de ces animations que en guise de bonus. Hein. Et accepter que ça ne marche pas sur tout le monde. Selon l'animation, ça peut être possible. C'est pas fini, j'ai encore un petit truc. Une autre nouveauté qui est liée aux transitions entre les pages. Ou si la page elle-même a le DOM qui a changé. On peut lier ça à une API qui s'appelle ViewTransition. Donc on peut associer une transition quand le DOM de la page change ou quand on change de page. Par défaut, l'API, elle est extrêmement simple. On n'a même pas besoin de CSS, on a juste besoin de rajouter dans une méta HTML ViewTransition. Et automatiquement, vous avez le truc basique qui correspond à une opacité qui va, je ne sais pas si ça se voit très bien dans la vidéo là, mais le changement de page n'est pas très abrupt. Il y a un petit effet d'opacité quand on change de page. Et ça, c'est vraiment aussi simple que d'écrire cette balise méta. Ensuite, si on veut rentrer plus dans le détail et affiner ça, on a des pseudo-éléments CSS qui sont un petit peu compliqués, tordus à écrire, mais on peut jouer sur la durée de cette animation. Là, on voit que l'opacité va mettre beaucoup plus de temps à venir ou à partir. Et si on veut faire des trucs encore plus tordus, donc des petits effets de ça monte, ça descend quand on change de page, là, ça commence à être un peu tricky, mais c'est faisable. Pour le coup, je ne sais pas si c'est plus facile à faire en JavaScript ou pas. Je me pose des questions, mais peut-être qu'un jour, on aura un framework pour faire ça tout seul. C'est pas trop mal en termes de support. C'est très récent sur Safari. C'est pas du tout fonctionnel sur Firefox. Voilà, à voir. En bonus, ça peut le faire. Et je crois qu'on a fait le tour. Une petite démo donc, de cette API de transition de page. On voit les petits effets, ça se déplace un petit peu sur la gauche à chaque fois qu'on change de page, d'URL. Ça fait une petite touche sympa. On a vu tout ça. On a parlé de transition, on a parlé d'animation, on a parlé de starting style, d'interpolate size, de motion path, de scroll driven animation, de view transition. Est-ce que vous avez tout retenu? C'est bien. Enfin, c'est pas bien, non, parce que vous n'avez pas tout retenu. Certains sont très récentes. On voit qu'il y en a qui datent de 2024, 2023. Donc forcément, hein, ça ne va pas être supporté partout tout de suite. Il faut attendre un petit peu, c'est normal. Mais ça va le faire. Voilà. Ce sera tout pour moi.